Bonsoir et bienvenue, ravi de vous retrouver. Dans Ça vous regarde ce soir, le premier test pour le gouvernement de Michel Barnier alors que la censure pourrait intervenir plus vite que prévu. 14 parlementaires sont réunis en ce moment en commission mixte paritaire à l'Assemblée. L'objectif, c'est de trouver un accord sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors pourquoi est-ce crucial? Quelles conséquences si le budget de la Sécu est rejeté? Grand décryptage dans un instant avec mes invités. Notre invité franc-parler ce soir est socialiste. Son groupe de 66 députés joue un rôle déterminant dans la séquence. Il peut éviter la censure à Michel Barnier, mais est-il prêt à le faire? Nous poserons la question au socialiste Arthur Delaporte tout à l'heure. Enfin, la question qui fâche ce soir, la France risque-t-elle vraiment un scénario à la grecque? Sans budget en cas de censure, le gouvernement prédit une tempête. Alors, va-t-on sérieusement vers le chaos financier, économique? L'analyse de nos chroniqueurs à la fin de cette émission. Voilà pour le sommaire et il est riche et inquiétant. Ça vous regarde, installez-vous, c'est parti. Le gouvernement va-t-il tomber dès la semaine prochaine? Le Rassemblement national pourrait mêler ses voix à la censure de la gauche sur le budget de la sécurité sociale. Mais la première étape, c'est la commission mixte paritaire réunie depuis cet après-midi à huis clos à l'Assemblée sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors pourquoi est-ce important? Quelles conséquences sur la suite du débat budgétaire? Et est-ce que la France aura un budget à Noël? On va essayer de vous expliquer le plus clairement possible les choses ce soir avec Elsa Mondingava. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, journaliste à LCP. Vous avez toutes les dernières informations coulisses sur les 3 blocs à l'Assemblée. Bonsoir Jean-Baptiste Daoulas. Bonsoir Myriam. Merci à vous, journaliste à Libération. Vous aussi, vous suivez ce feuilleton budgétaire comme le lait sur le feu. Enfin, bonsoir Anne-Charlène Bézina. Bonsoir Myriam. Ravie de vous retrouver, constitutionnaliste, maîtresse de conférences en droit public à l'Université de Rouen et à Sciences Po Paris. Enfin, bonsoir Marco Pommier depuis la salle des 4 colonnes. Est-ce qu'il est là, Marco? Allez, on le retrouvera tout à l'heure. Il va nous permettre, le voilà Marco, eh bien de donner la parole aux députés. Et il y en a qui, pendant les suspensions de cette CMP, s'expriment. Mais avant de vous entendre, de quoi parle-t-on précisément et que se passe-t-il dans ce conclave? Le récap de Stéphanie Despierres pour commencer. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. CMP, de quoi s'agit-il ? C'est une sorte de conclave entre 7 députés et 7 sénateurs qui représentent les différents groupes politiques de l'Assemblée et du Sénat. Alors la réunion a commencé à 14 h à l'Assemblée nationale. C'est à huis clos. Il n'y a aucun membre du gouvernement autour de la table. C'est les parlementaires qui ont la main. Et l'objectif, c'est de trouver un compromis sur le budget de la sécurité sociale, car l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté des versions différentes du projet de loi. Alors on essaye cette fois de se mettre d'accord en petit comité. Alors il y a une personne clé parmi ces parlementaires, c'est la députée qui représente le groupe macroniste. Oui, elle s'appelle Stéphanie Rist, elle est députée du Loiret, spécialiste du budget de la sécurité sociale, et elle est au centre du jeu, car en théorie, si elle vote contre le compromis, eh bien il n'y a pas de compromis. Autour de la table, 7 députés, 7 sénateurs, mais parmi ces parlementaires, il y en a 8 qui sont soutiens du socle commun de Michel Barnier, 6 dans l'opposition. Donc si les voix macronistes, celles de Stéphanie Rist et celles de son homologue du Sénat, ne sont pas au rendez-vous, eh bien cette réunion échoue. Et toute la semaine, les députés du camp présidentiel ont menacé de faire échouer cette réunion. Vous le savez, ils ne veulent pas d'augmentation du coût du travail comme le prévoit le gouvernement. Ils disaient qu'ils n'obtenaient pas gain de cause. Ils faisaient tout capoter cet après-midi. Ils ont fait monter la pression jusqu'au bout. Et finalement, moins d'1 heure avant le début de la réunion, Stéphanie Rist, devant les journalistes, annonce que finalement, ils ne feront pas échouer cette CMP. Nous sommes un parti de gens responsables et nous voterons donc pour la commission mixte paritaire pour ne pas donner d'arguments et d'éléments supplémentaires à une éventuelle déstabilisation qui serait bien pire pour notre pays et surtout pour les Français si nous votions contre cette CMP.
Alors, que va-t-il se passer? Quels sont les scénarios possibles? Alors, les négociations sont toujours en cours. On attend la fumée blanche. Si la CMP n'est pas conclusive, c'est reparti pour un tour de navette parlementaire avec des délais très contraints. Il faut avoir fini jeudi prochain, le 5 à minuit. Si la CMP est conclusive, ce qui est le scénario le plus probable, eh bien, l'ensemble des députés doit quand même valider cette version définitive du texte. Ce sera lundi après-midi dans l'hémicycle. Faute de majorité assurée, Myriam, vous le savez, Michel Barnier devra dégainer un 49-3 pour le faire passer. Dans la foulée, la gauche promet une motion de censure. Elle sera discutée mercredi. Le gouvernement sera-t-il renversé ou pas? Le RN va-t-il censurer? Ce n'est pas tranché, a dit Jean-Philippe Tanguy, le spécialiste budget du RN ce matin. Le RN veut laisser la porte ouverte aux négociations, mais écoutez. Donc si le PLFSS est complètement écarlate dans sa gestion, évidemment, ça pourrait, en tout cas, il y aura une réflexion très poussée de la part de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Alors, est-ce que le RN appuie sur le bouton rouge dès la semaine prochaine ou attend quelques jours avant Noël ou finalement pas du tout? Bien, je vous laisse en débattre. Merci beaucoup Stéphanie Despierres. Alors, on va reprendre étape par étape. Déjà, Elsa Mondingava, c'est long. Ça a commencé à 14 h. Pourquoi c'est si long? Est-ce que c'est habituel, c'est CMP, ou est-ce que c'est le signe que ça coince? Non, alors c'est normal qu'une CMP peut durer plusieurs heures, ça, il n'y a rien d'étonnant. Nous, dans les informations qu'on nous donne, on nous dit que ça pourrait être bouclé dans l'heure. Alors on verra si les députés qui nous donnent cette information sont un peu optimistes ou pas. Mais généralement, plus on prend le temps, plus c'est bon signe, parce que ça veut dire qu'en fait, on est à la recherche d'un compromis. S'il y a quelque chose qui coince tout de suite, on rentre en CMP, on se regarde, on se dit qu'on est d'accord pour dire qu'on ne sera pas d'accord et qu'on n'arrivera pas à avancer. Là, il y a des points durs qui ont été abordés, qui ont été votés. La première partie recette, ça y est, elle a été votée. Là, on est sur la partie dépenses, ça avance. Je ne veux pas promettre et trop m'avancer, mais en tout cas, c'est pas étonnant que ça prenne du temps. Plutôt vers un scénario de CMP conclusive, puisqu'on l'a bien compris grâce à Stéphanie Despierres, celle qui représente les macronistes, Stéphanie Rist, a très clairement vendu la mèche avant. Et ce n'était pas gagné d'avance. Pas du tout. Il y a eu beaucoup d'hésitations parce que cette question des allègements de cotisations pour les entreprises, le groupe Ensemble pour la République en a fait vraiment un marqueur. C'était le but de guerre. C'est comme ça que chaque groupe a défini sa priorité dans le budget. Et ils étaient très volontaire pour dire on ne doit pas lâcher là-dessus. C'est ce qui fait notre ADN. C'est vraiment hyper important pour nous. Il y a eu beaucoup de discussions, une réunion de groupe hier, avec des gens qui disaient tout le mal qu'ils pensaient du budget, tout le mal qu'ils pensaient de ces allègements de charges. Alors il y a eu une main tendue du gouvernement, puisqu'à priori on ne sera pas sur 4 milliards d'économies, mais plus autour d'1,5 milliard. Mais à la fin, la raison l'a emporté, la responsabilité l'a emporté. Ils se sont dit, c'est trop dur politiquement pour nous, d'apparaître comme ceux qui auront fait échouer le budget alors qu'on fait partie de la coalition au pouvoir. Exactement. En tout cas, ils ont jugé que politiquement, il serait impossible pour eux de justifier ça, notamment en raison du RN en ce moment à l'Assemblée. Qui menace de censurer. Et plus vite que prévu, on y vient. Jean-Baptiste Daoulas, c'est vrai que les réunions de groupe sont très importantes et parfois ça chauffe. Et tout le monde lave son linge sale et vide son sac. Elisabeth Borne aurait dit dans cette réunion du groupe macroniste hier que c'est le catalogue des horreurs, ce budget de la sécurité sociale, et que pourtant, il fallait trouver un compromis. Ça semble incompréhensible. Non, c'est pas du tout incompréhensible. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les macronistes, depuis quelques mois maintenant, ils sont pris dans un étau. C'est-à-dire que, d'un côté, leur identité politique, elle est complètement attaquée, puisque leur identité politique, c'est un dogme de non-augmentation des impôts, de non-augmentation de la fiscalité. Ils partent du principe que c'est, notamment en baissant le coût du travail, qu'on a abouti à environ 2 points de baisse du chômage depuis 2017. Donc en plus, dans ce contexte de dégradation de la conjoncture économique, d'augmentation des plans sociaux, on voit bien qu'ils sont là à dire non, attendez, si vous alourdissez le coût du travail, oui, non seulement vous touchez à notre bilan, mais en plus ça va accélérer la dégradation économique. Le chômage. Donc ça, c'est le dogme. Ensuite, là où ils sont coincés de l'autre côté, c'est qu'ils sont, comme le disait Stéphanie Rist, il y a ce mot de responsabilité. La responsabilité, la stabilité. Comment est-ce que les macronistes pourraient se permettre d'être ceux qui mettent en danger le gouvernement Barnier, qui pourraient le fragiliser? Si le gouvernement Barnier saute, si une censure est votée, on en reparlera dans quelques instants, celui qui est en danger, après, c'est Emmanuel Macron. Donc les députés macronistes, quand bien même pour certains, ils restent très en colère vis-à-vis d'Emmanuel Macron pour cette décision de la dissolution au mois de juin, qui leur a vraiment beaucoup coûté, puisqu'ils sont revenus beaucoup moins nombreux, malgré tout, ils ne peuvent pas fragiliser le président de la République à ce moment-là. Oui, donc ce serait mal compris par l'électorat qui a voté Emmanuel Macron.
que de ne pas être responsable dans un moment pareil, c'est ça? Eh bien, c'est même un peu plus que ça, c'est-à-dire fait-on partie du socle commun ou non? Alors, on a connu des précédents en 2014, notamment de majorités frondeuses, qui donc se scindent entre des pros et des contras, notamment au moment du budget. Mais outre cette énorme exception, l'idée qu'une majorité ne vote pas en groupe uni, ça serait un séisme, d'autant qu'en plus, on sait que ce socle commun ne représente pas grand-chose sur les sièges de l'Assemblée nationale en cumulé. Donc, oui, c'est la plus grande des petites majorités relatives ici dans les trois blocs. Affaiblir la plus petite majorité de la Ve République en la tranchant en deux, c'était quand même d'une violence assez inouïe pour ce gouvernement qui est déjà suffisamment attaqué de toutes parts. Et en plus, là, on parle du budget de la sécurité sociale. Qu'adviendra-t-il du budget s'il y a déjà un désaccord sur un texte, on va dire, moins important, moins ADN quand même que celui du budget. Donc, évidemment, je pense que la posture politique de responsabilité l'a emporté et que c'est naturel. Un mot avant d'aller retrouver Marco Pommier qui est avec Jérôme Guedj, qui sort de cette commission mixte paritaire, qui n'est pas terminée, hein, mais on va le retrouver dans un instant. 7 députés, 7 sénateurs, Anne-Charlène, et au total 8 du bloc central sur 14. Donc le socle commun bénéficie d'un député de plus, ce qui le met en position de force. Pourquoi il y en a un de plus? On parle d'une règle pour nos téléspectateurs, la règle du tourniquet. De quoi s'agit-il? Alors en réalité, ça va dépendre des sensibilités dans les différents groupes et aussi au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et l'idée, c'est qu'en fait, on procède aussi par points, c'est-à-dire qui a eu les présidences de commission, qui a eu le bureau, etc. Et tout ça s'est joué en quelques heures cet été et bien, la majorité macroniste a obtenu un siège en plus ici qu'elle a perdu ailleurs. Donc on va dire que ce sont des règles parlementaires, de coutumes parlementaires qui consistent à essayer de représenter... Donc le 8e qui fait la différence, il est soit Modem, soit Horizon, soit écologiste. C'est bien ça? C'est un peu... Et ça tourne. Bon, bah là, ça tombe bien pour les macronistes. Celui qui est à votre micro à l'instant, Marco Pommier, il est socialiste. Comment ça tourne en CMP alors? Ça avance ou pas? Eh bien, on va lui poser la question, Jérôme Guedj. Est-ce que les débats, les discussions avancent dans cette commission mixte paritaire? Bon, en vous répondant, je viole en théorie le secret du huis clos, mais rien de fondamental. Oui, ils avancent, on a commencé depuis 14 heures. Simplement, moi j'aurais souhaité que les débats durent en réalité bien plus longtemps, parce que je suis venu dans cette commission mixte paritaire en disant on a la possibilité, députés et sénateurs, de se mettre d'accord sur un texte de budget de la sécurité sociale qui permette d'éviter un 49.3. Et donc essayons de construire un compromis tous ensemble, chacun bougeant l'un vers l'autre. C'est un principe de responsabilité. Ils nous ont dit non. Ils ont dit nous on a un deal, un accord à l'intérieur du socle commun. Et c'est celui-là, puisqu'ils sont majoritaires dans la CMP, ils sont 8 du socle commun, de la droite et de la Macronie, ensemble. Donc, ben voilà, ils sont majoritaires, mais ça ne règle pas le problème pour quand le texte arrivera dans l'hémicycle. Voilà. Et immanquablement, il n'y aura pas de majorité pour le voter dans l'hémicycle. Donc il y aura un 49.3, donc il y aura une motion de censure. Donc tout ça est assez frustrant, parce qu'on aurait pu être dans un exercice inédit de véritable parlementarisme et de se dire, prenons nos responsabilités. Qu'est-ce qui est plus grave ? D'avoir une crise institutionnelle, une démission du gouvernement, ou d'essayer... Vous savez, moi je suis venu avec des propositions limitées. 8 milliards d'euros de dépenses sur les 662 milliards, c'est-à-dire 1,2%. En demandant quoi? D'augmenter le budget de l'hôpital et des EHPAD, de ne pas geler les pensions de tous les retraités, de ne pas baisser les remboursements des consultations médicales et des médicaments. Ça coûte 8 milliards d'euros. En face, il faut dégager des ressources. Et donc la proposition qu'on leur faisait, en plus des mesures qui ont été proposées par le Sénat déjà, essayons de dégager quelques ressources supplémentaires. Ils n'ont pas voulu. Donc pas de compromis, ça veut dire 49.3, ça veut dire crise politique. Mais c'est leur responsabilité. Il y a un sujet qui fâche dans cette commission mixte paritaire, c'est l'article 6. Le gouvernement souhaitait dégager 4 milliards d'euros de recettes en réduisant les allégements de cotisations patronales. Où en est-on ce soir sur cet article? Vous voyez, cet article, nous, on était favorable à cet article, la gauche. Pourquoi? Parce que pour la première fois, on remettait en question ce pognon de dingue, les 80 milliards d'exonération de cotisations sociales. Et la fronde, l'opposition, elle est venue de Gabriel Attal, du propre camp du Premier ministre, qui a dit c'est une ligne rouge, hors de question qu'on accepte quelque augmentation du coût du travail que ce soit pour les entreprises concernées. Et donc, il y a eu au Sénat, ils ont raboté, ils ont descendu à 3 milliards d'euros. Et là, la proposition qui a été adoptée est de passer à 1,6 milliard d'euros. Et donc, la situation dingue, alors là, je viole le secret
de la CMP, c'est que c'est la gauche qui a aidé à l'adoption de cette mesure, et c'est Renaissance et le RN qui ont voté contre. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Puisque pourquoi cette mesure on était pour? Parce que pour la première fois, on remet en cause ces exonérations, ce qui permet de dégager des ressources pour la sécurité sociale et concrètement avoir plus de personnel dans les EHPAD, avoir des lits qui rouvrent dans les hôpitaux, bref, répondre aux besoins de la population en matière de santé. Ils préfèrent dire non, on ne touche pas à ce qui a été fait dans le passé par Emmanuel Macron. Mais ça, c'est pas tirer les enseignements de ce qui s'est passé au moment des élections. S'ils avaient été majoritaires, ils ne touchent pas à ce qui s'est passé auparavant, parce que ça veut dire que les Français sont contents de ce qui s'est passé auparavant. Là, personne accepte de faire des compromis, en tous les cas de leur côté. Moi, je le redis, nous sommes venus en étant prêts à faire des compromis. Ils ne le veulent pas. Ils auront donc un 49.3 et la crise qui va avec. Vous êtes confiant sur une CMP, sur une commission mixte paritaire conclusive dans l'heure qui vient? Immanquablement, comme ils sont majoritaires et qu'ils sont mis d'accord entre eux, la CMP sera conclusive. Et après, les conclusions de la CMP doivent être adoptées dans l'hémicycle. Et là, il n'y aura pas de majorité pour adopter les conclusions de cette CMP, puisqu'ils n'ont pas voulu tenir compte des propositions constructives que nous avons faites et qui étaient équilibrées. Voilà. Et donc, je le redis, il y aura donc un 49.3, puis une motion de censure, et peut-être la destitution du gouvernement. Mais ils n'ont pas cherché tous les moyens pour éviter cela. Donc, ils ne peuvent pas se lamenter de drames qu'eux-mêmes ils ont causés. Merci beaucoup, Monsieur Guedj. Et vous me disiez juste avant cette interview que vous en étiez à l'article 19 sur 32 dans la partie dépenses. Retrouver, parce que je suis là avec vous, mais j'ai évidemment une suppléante, on se relaie dans cette commission qui est assez intense en termes de travail. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marco Pommier. La destitution, on n'en est pas là, mais le 49.3 et la censure, on s'en rapproche. Avant d'en parler, je voudrais quand même qu'on dise pour nos téléspectateurs en quoi consiste ce tour de vis budgétaire sur le budget de la Sécu. Il y a beaucoup de mesures qui sont particulièrement sensibles. On vient de parler du coût du travail, donc avec la hausse des cotisations patronales, mais on va le voir s'afficher à l'écran. Il y a les fameuses retraites avec la question de la désindexation et le compromis trouvé de Laurent Wauquiez, la baisse des remboursements de consultation médicale et des médicaments, la baisse des aides à l'apprentissage. Autant de sujets qui fâchent Marine Le Pen. Elsa Mondingava? Tout ce qui est impopulaire dans le budget, puisque Michel Barnier l'a dit, il hérite d'une situation qui est compliquée, il faut faire des efforts chacun, donc ça fait plaisir à personne. Tout ce qui demande et tout ce qui n'est pas populaire, on retrouve exactement les lignes rouges du Rassemblement national, qui en a listé 6 sur le budget de la sécurité sociale, même si ça évolue un petit peu. Donc la question des retraites, la question du remboursement des médicaments, la question des exonérations de charges pour les entreprises, de l'apprentissage. Voilà, elle considère que tout ça, c'est le pouvoir d'achat des Français, c'est tout ce qui ne fait plaisir à personne. Donc c'est assez facile, si je puis dire, d'avoir ces lignes rouges-là, évidemment. Mais est-ce que ça veut dire que même si le gouvernement n'est pas présent dans ce conclave, il peut faire passer des messages? Et est-ce que ça veut dire que des concessions peuvent être faites dans les heures qui viennent à Marine Le Pen sur ces points sensibles ou pas? Là, ce n'est pas le chemin qui est pris dans la CMP. Ça n'empêche pas que si Michel Barnier déclenche le 49.3 lundi, il peut le faire assorti d'un certain nombre d'amendements qui peuvent modifier le texte jusqu'au tout dernier moment. Donc ça n'empêcherait pas, en théorie, d'avoir des négociations dans les tout prochains jours, dans le week-end, disant, bon voilà, on pourrait faire tel geste et en échange, vous pourriez ne pas nous censurer. Tout ça, c'est extrêmement théorique. Moi, de ce que j'entends au niveau du gouvernement, pour l'instant, il n'y a pas du tout d'ouverture concrète qui est faite sur le PLFSS, en tout cas, en direction du Rassemblement national. Les concessions, en tout cas la principale piste qui a été ouverte, elle a été ouverte hier par Michel Barnier aux 20h de TF1, c'était plus sur la taxation de l'électricité, où il a dit qu'on pourrait en faire davantage sur le pouvoir d'achat des Français, c'était les termes qu'il a utilisés, mais là, c'est pas maintenant. Et là encore, l'engagement n'a pas du tout été chiffré. On regardera le calendrier parce qu'il est très complexe dans un instant. Anne-Charlène Bézina, pour bien comprendre, sur ce budget de la sécurité sociale, on va tout droit vers le 49.3. Le Premier ministre va engager sa responsabilité. Sur quelle copie? Jusqu'au dernier moment, c'est lui qui décide quel texte il va soumettre au 49.3 et donc au passage en force d'une certaine façon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le 49.3, c'est même pas un moment gouvernemental. C'est un moment primo-ministériel. C'est-à-dire que c'est lui, face à sa propre responsabilité, qui décide du texte, du moment, du discours, qui peut être important aussi pour ce moment de l'engagement, de la mise à mort, en quelque sorte.
de nos constitutionnalistes qui parlait du syndrome de la menthe religieuse, parce que bon, bah voilà, l'un se tue, l'autre aussi. Bon, l'idée de l'engagement de responsabilité, c'est en effet, comme vous le disiez, que peut-être des compromis puissent être trouvés jusqu'au dernier moment. La CMP est certes peut-être conclusive ce soir, mais ce texte n'engage pas le Premier ministre au moment de l'article 49.3, c'est-à-dire qu'il peut revenir à la version initiale du gouvernement, à la version initiale de l'Assemblée, à celle du Sénat, à la sienne, à ajouter des éléments. Donc oui, le moment du compromis, c'est le moment ultime où Michel Barnier monte à l'estrade et engage sa responsabilité. Donc c'est vraiment, à mon avis, dans les dernières heures, que d'ailleurs, aussi bien de son côté que du côté des oppositions, je pense notamment au Rassemblement national, que ces choses-là vont se faire. Et ça, c'est totalement inédit sous la Ve République, parce que généralement, on attend les motions de censure, on attend les idées des uns et des autres, alors que là, on a vraiment ce sentiment d'une feuilletonisation. Tout se cristallise dans les derniers instants. Et du côté de Matignon et Bercy, on rappelle quand même que le budget, il a évolué. La copie finale sur les exonérations de charges, on est parti de 4 milliards d'économies, on arrive à 1,5 milliard. Sur les retraites, il y a eu un deal passé avec Laurent Wauquiez. Je pense qu'il y a aussi une question de crédibilité. Quand on a répété qu'il fallait faire des efforts, c'était vraiment la situation économique et budgétaire de la France qui en dépendait, on ne peut pas non plus faire un cadeau de 4 milliards si on n'a pas le financement derrière, si on ne peut pas, juste pour ne pas être censuré. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Elsa Mondagava, on a préparé un calendrier et vous allez nous aider à le commenter, ainsi qu'Anne-Charlène Bézina. Et d'ailleurs, on retournera voir Marco Pommier, qui est aux côtés d'un député du RN, qui nous dira, au fond, quel est le meilleur créneau. Marine Le Pen a-t-elle intérêt à censurer ou pas le gouvernement, et quand, plus vite que prévu ou pas? On commence avec le 2 décembre, donc là... Oui. 49.3. Alors Jean-Baptiste Daoulès le disait, c'est comme le calendrier de l'Avent. Donc si on soulève la case 2 décembre, a priori, c'est la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire. Fort à parier qu'elle soit conclusive. Donc là, à ce moment-là, effectivement, Michel Barnier pourrait monter à la tribune et engager son premier 49.3. On sait qu'une censure sera déposée, peut-être quasiment dans la foulée. Il faut attendre 48 heures avant de pouvoir la discuter. Donc au plus tôt, ce serait autour du 4. Et là, déjà, grande inconnue, la censure passe ou pas. Ensuite, il y a d'autres textes, le budget, le projet de loi de finances. Tout ça, c'est si le gouvernement tient. La commission mixte paritaire, cette fois, pourrait être convoquée entre sur le budget de la France et pas de la Sécu. Exactement, et le 16 décembre, pour une lecture de ses conclusions autour du 18 et une motion de censure autour du 20, puisque le 18, Michel Barnier réengagerait la responsabilité de son gouvernement. Voilà pourquoi Éric Coquerel, par exemple, table sur le 20 pour un renversement du gouvernement. Alors, avant de savoir quel est le 21 décembre, avec vous, Anne-Charlène Bézina, la date butoir, on va retourner voir Marco Pommier. Aux côtés de Gaëtan Dussosset, vont-ils censurer dès la semaine prochaine Michel Barnier? Gaëtan Dussosset, quand allez-vous censurer le gouvernement de Michel Barnier? La semaine prochaine ou plutôt juste avant Noël, la troisième semaine de décembre? Écoutez, vous savez que nous avons actuellement une commission mixte paritaire autour du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est réunie, qui travaille d'ailleurs depuis 14h cet après-midi pour essayer de trouver finalement un consensus dans le dernier round des négociations. Donc, nous sommes des députés et des parlementaires évidemment responsables, premier groupe d'opposition. Nous avons fixé un certain nombre de lignes rouges et nous entendons bien les faire respecter dans le cadre de ce dernier round de négociations. La balle, si je puis dire, est dans le camp du gouvernement. Ils savent ce que l'on attend d'eux. Et donc, si jamais ils ne leur répondent pas à cette demande, eh bien, éventuellement, on se laissera la possibilité de censurer le gouvernement. Oui, mais au regard de ce que l'on entend pour l'instant, on n'a pas entendu Michel Barnier faire une annonce sur l'électricité, par exemple, sur les pensions de retraite, qui sont les lignes rouges qui ont été édictées par Marine Le Pen. Tout à fait. D'ailleurs, à ce sujet, de voir que le Premier ministre, lorsqu'il est interrogé sur la question d'augmenter ou non les taxes sur l'électricité, nous répond d'une manière un peu fébrile « je ne sais pas, on verra », désolé, mais ce n'est pas à la hauteur. On a un peu le sentiment, comme des millions de Français, qu'on est rentré dans un avion sans pilote. Pardon. Et en réalité, c'est tout le problème. Sur des sujets aussi cruciaux que le quotidien des Français, que des besoins vitaux aussi importants que l'électricité, qui permet à des millions de Français de se chauffer dans notre pays, on ne peut pas, comme ça, gouverner au doigt mouillé. Et c'est tout ce qu'on reproche à ce gouvernement, de ne pas avoir finalement de cap suffisamment clair. Donc nous avons des demandes qui sont très claires, très concrètes, qu'on exprime maintenant depuis plusieurs semaines. La suppression de la hausse des taxes sur l'électricité, le refus de désindexer les pensions de retraite, tout particulièrement pour les retraités les plus modestes. J'espère que le gouvernement les entendra. Est-ce qu'après les conclusions de cette commission mixte paritaire, le Rassemblement national va prendre une décision ?
Écoutez, dans cette commission mixte paritaire, ce qui est important de savoir, c'est que le gouvernement a la majorité, avec notamment l'assise sénatoriale, le gouvernement a la majorité. C'est-à-dire qu'il a la majorité nécessaire pour pouvoir appliquer la feuille de route qui sera la sienne, concrètement, devant les yeux de tous les Français. Donc aujourd'hui, la balle est dans son camp. Il a la possibilité de respecter non pas seulement la voix... Vous ne me répondez pas là. Ben non. Est-ce que vous allez prendre votre décision après cette CMP? Parce que si vous voulez, on attend de voir ce que va nous proposer le gouvernement. Dans cette CMP, il est majoritaire, donc il a la possibilité de tout faire. Et nous, on lui dit, attention, respectez non pas la parole des députés RN, mais la parole des 11 millions de Français qui nous ont soutenus. C'est ce qu'ils attendent de Michel Barnier. On attendra donc cette réponse pour un peu plus tard. Merci beaucoup. Merci à vous, Marco Pommier. Manifestement, elle n'est pas prise encore, cette décision du RN. Non, elle n'est pas prise. En réalité, ils ont autant de raisons de censurer que de ne pas censurer. La principale raison, c'est que leurs électeurs souhaitent la censure. Ils sont très opposés. Ils ne font pas la différence entre Michel Barnier et Emmanuel Macron. Ils détestent Emmanuel Macron. Ils veulent la peau de Michel Barnier pour cette raison. En plus, comme vous le disiez précédemment, il y a quand même des mesures extrêmement impopulaires que le RN n'a aucun intérêt à endosser. Donc pour ces simples raisons-là, en théorie, il devrait voter la censure. Après, le problème, c'est que pour Marine Le Pen, c'est pas si simple. Si elle censure aujourd'hui, il y a le risque que l'opinion puisse la sanctionner comme étant finalement le facteur de l'instabilité au moment où, institutionnellement, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'autre Assemblée nationale possible pendant encore 6 mois. Emmanuel Macron, a priori, n'a pas prévu de démissionner. Donc ça veut dire qu'on entrerait dans une spirale d'instabilité. Institutionnelle et peut-être même économique. Et économique. Pour les Français. C'est justement là où j'allais venir. Le RN, il est en quête aussi de respectabilité auprès des milieux économiques. Les milieux économiques en ce moment, vous le disiez aussi précédemment dans l'émission, ils sont de plus en plus inquiets sur la conjoncture. Donc ça veut dire que même au niveau local, vous allez avoir des petits patrons, des fédérations patronales qui vont aussi dire à leurs députés, bon bah ok, vous faites peut-être engueuler par vos électeurs, mais vous êtes en train d'aggraver peut-être potentiellement durablement notre situation économique qui a déjà elle-même été très mise à mal par la déstabilisation induite par la dissolution d'Emmanuel Macron en juin. Donc pour cette raison de respectabilité que recherche le RN, c'est pas forcément si évident de censurer. Donc elle peut s'abîmer aussi en décidant de censurer. C'est pas gagnant-gagnant quoi qu'il arrive. La grande question, c'est qui portera le chapeau en cas de renversement du gouvernement Barnier. En effet, mais je crois qu'il y a aussi un angle mort qu'on n'a pas traité, c'est que je pense Marine Le Pen a en tête, c'est que ne souhaitant pas participer à un futur gouvernement dans la très confortable posture de l'opposition. Ça, c'est sûr pour le RN et pour le LFI. Si un gouvernement de centre-droit ne fonctionne pas, l'alliance assez logique qui vient en tête est l'idée de la recherche d'une alliance de centre-gauche. Donc Marine Le Pen pourrait paradoxalement avoir à endosser la responsabilité d'avoir démis un gouvernement plutôt plus proche de ses vues de centre-droit pour un gouvernement de centre-gauche. Donc, si c'est Marine Le Pen qui ravive la social-démocratie au mois de janvier, ça aussi, en termes de boom dans l'électorat, ça risque de faire un sacré choc. Donc, crise financière potentielle. Alors, elle a publié une tribune en disant, justement, il n'y aura pas de shutdown. C'est une réalité. Le shutdown, pour nos téléspectateurs, de quoi ça s'agit? Mais, alors, c'est cette idée, comme on a dans le régime américain, parce que c'est un régime présidentiel, que président et Parlement restent en face à face et qu'on ne paye plus ni les fonctionnaires ni l'État. En France, évidemment, on a des solutions d'urgence. Mais elle dit, paradoxalement, si nous gardons un budget ancien, on fera gagner 40 milliards d'euros aux Français. Alors là, pour le coup, on ne sait pas où elle les trouve, parce que ces 40 milliards d'euros ne sont pas des impôts. Donc, dans le projet de loi spécial qui sera voté par un gouvernement qui serait démissionné à la fin du mois de janvier, il n'y a absolument pas 40 milliards d'économies pour les Français. Il y a même sûrement des pertes, parce que on ne revalorisera pas le barème de l'impôt sur le revenu. Pareil pour la TVA, la CSG, la CRDS, tous les impôts sont sur le barème. On y reviendra d'ailleurs dans la question qui fâche. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être problématiques pour elle en termes de bilan et d'engagement. L'intérêt de Marine Le Pen, on voit qu'il est compliqué à prendre cette décision, mais il y a quand même une histoire de calendrier. Au fond, tout le monde a découvert qu'en fait, elle pourrait intervenir plus tôt, cette censure. Ça change les choses, finalement, s'il tombe dès la semaine prochaine, par rapport au budget et à la trêve de Noël. Voilà, ça peut changer les choses. C'est vrai que certains disent, finalement, à sanctionner le gouvernement plus tôt, ça laisse aussi le temps au gouvernement de se réorganiser, ça crée peut-être moins un effet de sidération que si le gouvernement tombe à la veille de Noël. Il y a quand même un symbole autour des fêtes de fin d'année. En fait, quand on discute avec des parlementaires du Rassemblement national, et aujourd'hui, ils faisaient une conférence de presse à l'Assemblée, c'est vraiment, ils soufflent le chaud et le froid. On dirait que c'est le ni oui ni non. C'est-à-dire que Marco, on a bien vu, essayer de reposer la question. Donc on leur dit...
on verra sur la copie finale. D'accord, donc vous décidez en bout de course. Oui, mais tout est dans le PLFSS. D'accord, donc vous décidez demain. Bah non, parce qu'en fait, l'électricité, ça compte pour nous. D'accord, mais donc du coup, là, vous allez le censurer, puisqu'on voit bien qu'il y a... Ah mais non, mais on lui laisse le temps. Mais ça n'est pas très cohérent. C'est pas que c'est cohérent, c'est qu'en fait, effectivement, c'est un peu la liste des plus et des moins. Je pense qu'ils voient bien l'intérêt à le faire. Il y a une grosse pression de leur électorat, mais en fait, leur électorat veulent qu'ils censurent. Et puis après, quand on a les conséquences, peut-être qu'ils diront qu'ils ont fait une erreur. C'est facile aussi de pousser au crime. Donc je pense que c'est... Voilà, Jean-Baptiste. Oui, après, il ne faut pas non plus peut-être penser que la censure serait la fin du film budgétaire. C'est-à-dire que ça peut aussi être une étape paroxystique avant qu'on arrive à une résolution du film plutôt vers le 20 décembre. On peut imaginer un gouvernement qui tombe, Emmanuel Macron qui soit renomme Michel Barnier en lui donnant comme feuille de route d'aller trouver un autre compromis, y compris peut-être avec le RN sur le budget, ou une autre personnalité qui pourrait reprendre le budget et essayer de le boucler. Et vous pouvez imaginer aussi Marine Le Pen, finalement, étant celle qui accepte de mettre fin à l'instabilité, débarquant aux 20h de TF1 en disant, bon ben voilà, finalement, j'ai obtenu pour les Français une baisse de la taxe sur l'électricité, j'accepte de mettre fin à l'instabilité, et finalement, je ne vais pas recensurer ce nouveau gouvernement, mais je le garde sous surveillance. Oui. C'est aussi possible, tant qu'elle a un gain. Vous y croyez ? En termes de calendrier, ça ne me semble pas totalement constitutionnellement possible. Puisque, voilà, en fait, alors on y revient. Deadline, c'était la petite case. On y vient, 21 décembre, expliquez-nous. Alors, celle du 21 décembre, en effet, c'est la deadline constitutionnelle des 70 jours dans lequel le Parlement doit s'être prononcé. Donc, quand bien même le gouvernement est démissionnaire, il n'a plus aucune légitimité pour défendre ce budget-là. Donc il faut peut-être en reprendre un. Et là, dans ce cadre-là, on va au-delà du délai de 70 jours. Donc quel est l'avenir ? Un gouvernement démis qui pourrait prendre le budget par ordonnance, en termes de légitimité, je n'y crois pas. Mais à mon avis, la phase d'incertitude, même si on renverse le gouvernement plus tôt, elle est toujours aussi entière. Parce qu'il faudra en parvenir à des procédures exceptionnelles. Expliquez-nous, si, et on est bien dans un cadre un peu de fiction et d'hypothèse, si le gouvernement tombe sur le budget de la sécurité sociale, donc mercredi prochain, que devient le budget ? Est-ce que le budget, il tombe aussi et donc il n'y a plus de débat à l'Assemblée ou au Sénat ? Alors a priori, on ne le sait pas. C'est la première fois que ça se poserait. La seule chose que la Constitution nous permet d'interpréter, c'est l'article 39, c'est-à-dire l'idée qu'il y a 3 textes qui sont de priorité gouvernementale, qui sont des textes qui vont au-delà de tous les calendriers, qui sont les textes d'urgence, c'est-à-dire état d'urgence, Nouvelle-Calédonie, état d'urgence sanitaire, la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale. Donc ça, c'est des textes gouvernementaux. Quand on n'a plus de gouvernement, a priori, on n'a plus de texte. Donc, est-ce que le gouvernement démissionnaire pourrait reprendre le même budget ou une loi spéciale ? Moi, je crois bien plus à l'idée de la procédure d'urgence, c'est-à-dire de la loi spéciale. Ça veut dire qu'un gouvernement démissionnaire pourrait quand même faire une loi spéciale. C'est suffisamment urgent pour que, sans faire un acte politique, ils prennent cette loi. Ce pourquoi j'ai envie de vous répondre oui, c'est parce qu'on a un seul précédent de loi qui ne s'appelait pas encore spéciale, mais qui existait plus ou moins pour colmater les brèches en 79, où le Conseil constitutionnel a répondu, bon, ça ne respecte pas totalement les formes, on ne sait absolument pas où on en est, c'est de la défriche budgétaire, mais au moins ça sert la continuité de l'État et de la nation. Donc l'idée qu'un gouvernement démissionnaire assure la continuité de l'État, oui, ça me semble possible. Mais je voudrais quand même aussi tuer dans l'œuf l'idée qu'on puisse renommer Michel Barnier. Ça s'est passé une seule fois en 62 de renommer Georges Pompidou, mais entre-temps, on avait dissous l'Assemblée nationale. Donc, un Premier ministre qui n'a pas été légitimé par son Assemblée, qui soit renommé par la même Assemblée, ça me semble constitutionnellement impossible. D'ailleurs, il n'est pas besoin d'avoir un texte de loi pour être censuré. Si Michel Barnier était renommé, il pourrait être censuré immédiatement après avoir été renommé. En 24 heures, voilà, pour que ce soit complet d'un point de vue pédagogique. On me murmure qu'il pourrait décider demain, les rassemblements nationaux, sur la censure. Ah bah, en tout cas, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils attendront de voir la copie finale de la commission mixte paritaire. Là, on commence à avoir les éléments de la commission mixte paritaire. C'est-à-dire ? Il n'y a pas d'avancée par rapport à ce qu'on savait d'avant. Sur les retraites, on reste sur ce que je vous disais, l'accord avec Laurent Wauquiez. Mais il y a eu un petit pas sur les retraites, il y a eu une petite pas sur les exonérations. Donc là, Marine Le Pen peut interpréter, allez, la copie est moins mauvaise que le budget initial. Elle peut interpréter sur « on ne m'a pas donné suffisamment ». Pour l'instant, je dirais qu'ils peuvent très bien dire que ça leur convient un peu, comme dire que ça leur convient pas du tout. Mais par rapport au discours qu'ils avaient aujourd'hui, moi, j'avais quand même le sentiment qu'il n'y avait pas de réelle avancée en commission mixte paritaire. Ils penchaient quand même du côté de la censure. Et là, à l'heure actuelle, on ne voit pas énormément d'avancées
dans leur sens de modification dans le texte qui sera adopté certainement. On s'arrête là. J'espère que ça a pu vous éclairer. C'est assez obscur, il faut bien le dire. On est dans des périodes totalement inédites d'un point de vue constitutionnel. Merci à vous. Et les socialistes, tiens, peuvent-ils sauver Michel Barnier? Bonsoir, Arthur Delaporte. Bonsoir. C'est évidemment une des questions qu'on va vous poser dans un instant. Dans l'interview Franc-Parler, vous êtes dans une position stratégique. Avec 66 députés, vous pouvez éviter la censure au Premier ministre qui reçoit d'ailleurs ce soir à Matignon le président de votre groupe. Tout cela, on en parle après l'invitation de Maïté Frémont. Si on vous invite, Arthur Delaporte, c'est parce que vous êtes aujourd'hui sous pression. En cause, la motion de censure que vous comptez voter avec vos alliés du NFP. Moi, je ne comprends pas depuis le début de ce gouvernement pourquoi vous faites un raccourci systématique sur la possibilité que ce soit le Rassemblement national qui ait la main sur la censure de ce gouvernement. Parce que c'est arithmétique. Pourquoi vous ne posez pas la question au responsable du groupe du Parti socialiste à l'Assemblée nationale? Détenez-vous, Arthur Delaporte, vous, député socialiste, et vos 65 autres camarades parlementaires à l'Assemblée, la clé de la situation politique. C'est en tout cas ce que le camp présidentiel laisse entendre. Dit autrement, en vous abstenant de voter une motion de censure, vous permettriez de prolonger le bail de Michel Barnier. Alors forcément, le gouvernement vous exhorte à ne pas sanctionner. Une voix vaut une voix, et il appartient aussi aux députés socialistes voilà, qui ont une responsabilité inouïe de relever la tête et de se défaire de leur lien aujourd'hui avec la France insoumise. Michel Barnier a reçu en fin d'après-midi Boris Vallaud pour tenter de desserrer l'étau de la censure. La réalité, c'est que nous sortons de là avec le sentiment que nous ne serons pas entendus, même marginalement. Pour ne pas être accusé de créer le chaos, le président de votre groupe prévoit tout de même l'après-Barnier. Son idée, un gouvernement technique dans lequel tous les groupes parlementaires de l'arc républicain s'engageraient à ne pas le censurer. Sauf qu'à peine énoncée, la proposition lui a valu des accusations de trahison de la part des Insoumis. Et bienvenue à vous, Arthur Delaporte. Alors, le PS l'a toujours dit, il votera la censure du budget de la Sécu ou du budget de la France si le Premier ministre déclenche le 49.3. Est-ce que c'est toujours votre ligne ce soir? Est-ce que Michel Barnier a pu vous faire changer d'avis? J'aurais aimé vous dire qu'on avait eu une discussion constructive avec le Premier ministre, que les propositions que nous avions faites, il les aurait acceptées et donc on aurait pu envisager de revoir notre position sur le budget de la sécurité sociale parce que c'était l'un des enjeux. Mais n'a servi à rien. Il faut vous dire que cette rencontre, elle intervient ce soir alors même que nous sommes en commission mixte paritaire en train de voir entre les sénateurs et les députés quelle peut être la copie finale du budget de la sécurité sociale. Ça intervient, ce rendez-vous de ce soir, le lendemain d'une déclaration à la télé du Premier ministre qui vient annoncer des choses alors même qu'il n'a pas reçu tous les groupes. Et quand on retrouve Michel Barnier ce soir, avec Boris Vallaud et Patrick Caner, président de groupe à l'Assemblée et au Sénat, il nous dit écoutez, j'ai bien vu vos amendements, j'ai bien vu vos propositions, et je suis même en accord sur une partie d'entre elles. Ah oui, lesquelles? Il a dit, je suis en accord sur une partie. La fiscalité? Il n'est pas rentré dans le détail. La justice fiscale? Mais peut-être sur plus de justice, mais il dit, écoutez, je suis tenu par le socle commun, et je ne peux rien faire pour aller dans le sens de ce que vous défendez. Donc il est impuissant, Michel Barnier. Et donc en fait, on a un Premier ministre qui est tenu par, d'un côté, les macronistes qui finalement veulent tout le macronisme, rien que le macronisme et rien d'autre, et puis Laurent Wauquiez qui, quand il faut sortir son épingle du jeu pour montrer qu'il a réussi à négocier quelque chose pour le gouvernement, qu'il soutient lui-même, ce qui est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'il négocie avec son propre camp, et bien en fait, il ne peut plus négocier avec les autres, c'est-à-dire par exemple avec les si ce n'est pas la faute de Michel Barnier, c'est celle du socle commun, n'empêche qu'avec 66 députés socialistes, vous êtes dans une position charnière et vous pouvez éviter la censure au gouvernement. Le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, estime que vous porterez une lourde responsabilité si la France n'a pas de budget. Écoutez, moi je le dis à Laurent Saint-Martin, qu'a-t-il fait pour écouter les socialistes? Qu'a-t-il fait pour essayer de prendre en compte notre avis dans les débats? Rien. Est-ce que vous êtes prêt à livrer le pays à des turbulences graves sur les marchés financiers, pour reprendre l'expression du Premier ministre hier sur TF1? Moi, vous savez, quand j'entends ce type de propos du Premier ministre, qui est censé être responsable, qui est censé éviter de jouer sur les peurs, d'attiser même les tensions sur les marchés,
Je lui conseillerais de faire preuve de plus de modération. À des attaques possibles des marchés financiers ou une dégradation de la note qui entraînerait la hausse du taux d'intérêt et alourdirait notre dette et nos déficits? Là, les spreads, c'est-à-dire les différentiels d'emprunt entre la France et l'Allemagne, sont au plus haut et la censure n'a pas eu lieu. Par contre, moi j'entends Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, quand elle dit une chose simple. Oui, il y aura une continuité de l'État s'il y a censure. Oui, les salaires continueront d'être versés. Oui, les personnels dans les hôpitaux pourront continuer de faire leur travail. Donc Marine Le Pen a aussi raison de dire que ce n'est pas la catastrophe. Un État, il y aura un gouvernement même provisoire, le temps le Premier ministre est trop alarmiste. Un Premier ministre. Et moi, je trouve que Michel Barnier, peut-être qu'il a envie de rester sur son siège, mais qu'il en fait un peu trop. Parce que ce qui compte aujourd'hui en France, c'est aussi le respect du principe démocratique. Et malheureusement, Michel Barnier est le fruit d'une alliance des contraires entre d'un côté ce qu'on appelle le socle commun, mais qui n'a pas grand-chose de commun, et de l'autre le soutien sans participation. N'empêche qu'il y aura des conséquences concrètes s'il y a cette fameuse loi spéciale en cas de censure. La France n'aura pas de budget et c'est celui de l'année dernière qui s'appliquera. Résultat, les policiers, les greffiers, les militaires ne seront pas augmentés comme c'est prévu en 2025. Est-ce que c'est pas grave ça? Les minima sociaux, le SMIC ne sera pas indexé sur l'inflation de cette année. Pareil pour les fonctionnaires. Est-ce que c'est pas du pouvoir d'achat en moins pour les Français? Non, parce que je vais vous dire une chose. Déjà, on peut reconduire le budget, mais on peut aussi sur celui de l'année dernière. On peut prendre aussi des décrets, en fait. Rien n'empêche le gouvernement. On n'a pas besoin d'une loi pour augmenter le SMIC. On n'a pas besoin de passer par le Parlement pour ça. Mais l'indexation automatique de tous les minima sociaux? Les minima sociaux, c'est pareil. C'est pas la loi qui les fait augmenter, en fait. C'est le pouvoir du gouvernement. Donc, et l'indexation des fonctionnaires? Mais c'est pareil. Donc, en fait, moi, je dis une chose très simple. C'est qu'il y aura peut-être dans un mois ou deux un gouvernement, et ce gouvernement-là, il devra prendre les dispositions qui sont nécessaires pour assurer aussi la continuité de l'État et surtout pour réorienter la barque. Parce que ça ne pourra pas être la continuation du barnierisme par d'autres moyens. On aura vu que ça avait conduit à l'échec, et je crois qu'aujourd'hui, Michel Barnier se rend compte qu'il n'était finalement qu'une forme d'illusion. L'illusion qu'il était possible pour les macronistes et les LR de gouverner avec un soutien du Rassemblement national. On ne peut pas faire confiance au Rassemblement national. Donc on va tout droit vers le 49-3, même si la commission mixte paritaire est conclusive sur le budget de la Sécu. On a consacré notre débat à cela. Qui déposera la censure à gauche? Ce n'est pas encore fixé, puisqu'on ne sait pas encore non plus quand aura lieu le 49-3. Donc ça peut être par exemple la semaine prochaine, et vous en parliez à l'instant, ça peut être dans 2 semaines, dans 3 semaines. Et donc ce moment sera aussi l'occasion d'avoir une discussion à gauche. Mais moi, j'espère que, surtout, les discussions vont commencer dès avant pour préparer la suite. Alors, on y vient à la suite. Pour vous, c'est une évidence que ce gouvernement va tomber? Ça fait partie des grandes probabilités. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise venant du Rassemblement national, puisqu'ils n'ont pas de ligne stratégique. Ils peuvent dire un jour qu'ils censurent le gouvernement et le lendemain qu'ils le chauffent. Boris Vallaud a créé la surprise dimanche dernier chez nos confrères de France Inter en dessinant les contours de ce qui pourrait être le fonctionnement de l'Assemblée après la censure sur le budget, si Marine Le Pen donc décide de la voter. Que propose-t-il précisément? Boris Vallaud a dit une chose simple. Il faut un accord de non-censure, puisqu'on voit aujourd'hui que ce qui nous a menés ici, c'est que Michel Barnier, à aucun moment, n'a cherché à négocier avec les oppositions, et notamment la gauche, le fait de ne pas être censuré. Or, cela aurait pu se faire en échange, je ne sais pas, par exemple, de garanties sur l'éducation nationale, de garanties sur la santé, de garanties sur le pouvoir d'achat. Rien de tout cela n'a eu lieu. Aucune discussion n'a eu lieu entre le Premier ministre et les oppositions. Un gouvernement technique qui débranche complètement le gouvernement de ce qui se passe au Parlement. Pas de 49-3 et pas de censure en échange? L'idée, c'est d'abord de se dire ce qu'est la situation d'aujourd'hui. Nous avons le pouvoir au sein des mains des parlementaires, à l'Assemblée nationale. Et donc c'est ici que doit se décider l'avenir du pays, et non pas à Matignon, et non pas à l'Élysée, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les présidents de groupe, par exemple, de l'Arc républicain, doivent se retrouver pour discuter des grands enjeux, à la fois des grandes priorités, mais aussi de LFI jusqu'à la droite, LR. sans le RN. Mais alors vous avez vu, parce que dans l'Arc républicain, puisque vous y placez Jean-Luc Mélenchon, ça n'a pas du tout plu aux leaders insoumis, cette proposition. Le PS est en train d'organiser un nouveau socle commun avec d'autres à la place du nouveau Front populaire. Qui empêchera ce changement de ligne au PS? Vous allez donc rompre avec les insoumis? Alors moi, je vais juste rappeler à Jean-Luc Mélenchon, j'ai apporté un petit courrier, celui du 12 août 2024. Voilà, il est signé en page 3 de Mathilde Panot,
France Insoumise. Et qu'est-ce qu'il dit en page 2, ce courrier? Le gouvernement devra en premier lieu tenir compte du fait que la majorité sur laquelle il s'appuie n'est que relative et qu'il lui sera dès lors nécessaire de convaincre au-delà de ses rangs pour construire des majorités parlementaires. Qu'est-ce d'autre que de dire que nous sommes prêts à discuter au sein du Parlement et à faire des compromis, et que c'est ce que nous devrons faire demain. La main aux macronistes. Demain, écoutez, s'il n'y a pas de gouvernement, bien sûr, s'il n'y a pas de gouvernement de gauche, eh bien c'est qu'on a un nouveau gouvernement Barnier. Ce n'est pas possible, puisqu'on a déjà vu ce que ça donnait, même cause, mêmes effets, il est censuré. Donc la seule alternative possible, c'est un gouvernement de gauche qui s'appuie sur la non-censure de ce qu'on appelle aujourd'hui le socle commun. Cazeneuve avec les macronistes. La question du qui, ce n'est pas le sujet. Moi, je pense que ce gouvernement de gauche doit s'appuyer sur toute la gauche, de pouvoir être soutenu y compris sur les insoumis. Tous les groupes, bien sûr, les insoumis appartiennent au camp de la gauche. J'ai été élu, moi, dans le cadre d'une alliance de toute la gauche. Et je dois rappeler que s'il n'y avait pas eu cette alliance à gauche, nous n'aurions pas 193 députés, nous n'aurions pas eu la capacité de faire valoir notre politique et peut-être, je l'espère, demain, d'arriver au gouvernement. Qu'est-ce que vous dites à Jean-Luc Mélenchon qui voit rouge en disant c'est une nouvelle alliance, c'est un changement d'alliance politique? Je dis à Jean-Luc Mélenchon le PS et les macronistes. Nous sommes dans une situation politique dont il faut bien tenir compte des conséquences. On n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Si on veut faire passer des textes, il faut négocier. Pour négocier, il faut être en capacité de faire des accords avec le socle commun. Moi, je ne vais pas aller négocier un accord avec le Rassemblement national. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire discuter quelles sont les priorités pour un budget, quelles sont les lignes rouges, etc. Mais ça ne peut pas être ce que dit Gabriel Attal, c'est nous ou rien. D'accord. Avec Lucie Castet, à Matignon, où vous n'allez pas demander sa nomination, est-ce que c'est peine perdue? J'ai beaucoup d'amitié pour Lucie Castet, mais il faut arrêter d'instrumentaliser Lucie Castet à bout de champ. Lucie Castet, elle a été là, et elle est toujours là, parce qu'elle est à disposition de l'Union de la gauche. Mais aujourd'hui, on a l'impression que vous n'allez pas prendre beaucoup de temps pour la réclamer à Matignon. C'est nous mettre en accord et déterminer des priorités politiques. Ça n'a pas été fait cet été. On a perdu 2 mois. 2 mois pour rien, et maintenant 3 mois pour rien, parce que le gouvernement Barnier aura géré les affaires courantes, mais n'aura pas mené de politique structurante, et il n'aura peut-être même pas, et je le pense, réussi à faire passer un budget. Dernière question, Arthur Delaporte, sur les retraites. Demain, dans leur niche parlementaire, les Insoumis défendront l'abrogation de la réforme d'Emmanuel Macron, mais aussi celle de François Hollande sur l'allongement de la durée de cotisation. C'est une déclaration de guerre de Jean-Luc Mélenchon? Non, moi je vais vous dire, ce qui se passe dans cette loi, c'est une chose simple. C'est un principe démocratique. Il y a eu un 49.3 sur la réforme d'Elisabeth Borne qui a coûté 2 ans de vie aux Françaises et aux Français. Nous, ce que nous proposons, ce que propose à travers la gauche, le Front, la France Insoumise demain, c'est tout simplement de revenir sur cette grande injustice, celle d'une réforme passée par 49.3. Et de revenir aussi sur les 43 années de cotisation. C'est vous, au gouvernement, avec Marisol Touraine, une mesure qui n'est pas consensuelle. Elle n'est pas consensuelle à la fois chez les socialistes, vous en doutez, elle n'est pas consensuelle non plus dans le mouvement social. Et j'aurai la tâche de défendre demain un amendement pour supprimer cette disposition, pour faire en sorte que ce qui fait consensus dans le mouvement social, c'est-à-dire l'abrogation de la réforme Borne, soit le seul objet de cette loi votée demain en hémicycle. Mais je vais dire une dernière chose, c'est que demain, on aura affaire à des méthodes de voyous. Demain, ce sont les macronistes qui ont fait de l'obstruction en déposant plus de 1000 amendements. C'est impossible d'examiner ce texte en une journée et ils nous imposent finalement un non-débat puisqu'il sera difficile, s'ils ne retirent pas leurs amendements, d'aller au vote. Et moi, je le dis aux collègues macronistes, permettez le débat, permettez la démocratie. On est ici dans une situation assez compliquée pour que vous ne rajoutiez pas du désordre au désordre et que vous participiez d'un effort collectif qui est celui de doter le Parlement de sa capacité de discuter, de débattre, de délibérer et enfin, je l'espère, de voter, enfin que le Parlement se prononce sur cette réforme injuste, celle qui a coûté 2 ans de vie à nos concitoyens. Merci beaucoup Arthur Delaporte et je signale qu'LCP va retransmettre très largement ce débat politique important mais qui n'a sans doute qu'une portée symbolique, même si vous avez un vote, parce que peu de chances qu'une CMP soit convoquée par le gouvernement ou par les 2 présidents de chambre. Ce symbole est essentiel, je pense qu'il est attendu aussi par les Françaises et les Français, et il ouvre un chemin législatif. Merci à vous. Tout de suite, place à nos chroniqueurs pour la question qui fâche, pour terminer. Tir croisé ce soir entre l'économiste à l'OFCE Mathieu Plane. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Et le journaliste économique Marc Vigneault de l'Opinion. Bonsoir Myriam. Installez-vous, préparez-vous messieurs. Voici la question qui fâche. L'exécutif sous la menace d'une motion de censure en plein examen du budget 2025, le gouvernement se retrouve une nouvelle fois dans le brouillard. Hier, Michel Barnier donne l'alerte. S'il y a une alliance dans les votes improbable mais possible, je tombe, le gouvernement s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
il n'y a plus de budget. Il faudra reprendre une discussion, il y aura des mesures d'urgence, il y aura une tempête probablement assez grave et des turbulences graves sur les marchés financiers. Depuis le week-end dernier, la même musique, lancinante. Le camp présidentiel agite l'épouvantail d'une crise financière grave et met en garde les oppositions. Ceux qui prendraient le risque d'envoyer dans le pays dans le mur devront, c'est leur droit, mais ils devront assumer la responsabilité d'un affaiblissement durable du pays. Et quant à une potentielle reconduction à l'identique du budget 2024, le Premier ministre annonce la couleur. Au-delà de mesures d'urgence qu'on peut faire pour faire fonctionner les hôpitaux et payer les fonctionnaires, tout s'arrête pendant ce temps-là. Affirmation balayée au Rassemblement national, Marine Le Pen accuse le gouvernement de diffuser de fausses informations comme sur le risque de blocage des services publics si la France ne parvient pas à se doter d'un budget à temps. Il n'existe dans nos institutions aucun risque de shutdown, contrairement à ce qu'affirment à l'unisson certains membres du gouvernement. Et même à gauche, Éric Coquerel rivalise d'un tweet. Ce n'est pas bien pour le pays et l'économie de dramatiser ainsi la situation. À l'Assemblée, le torchon brûle plus que jamais. Alors la question qui fâche, la voici. La tempête annoncée par Michel Barnier, s'agit-il d'une info ou d'une intox? Allez, réponse, Mathieu Plane. Alors d'abord, il faut sortir la boule de cristal quand même dans cette question-là. C'est d'abord, il faut que le gouvernement soit censuré. Absolument, ça, je crois que tous les Français l'ont bien compris. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne pense pas, en tout cas il y aura des recours possibles pour qu'il y ait un budget au moins pour le fonctionnement, la continuité de l'État. La fameuse loi spéciale. Voilà, c'est vrai que le shutdown, j'y crois pas trop. Ça n'existe pas en France. En France, ça n'existe pas. Donc je pense qu'il y a deux débats. Il y a est-ce que la continuité de l'État... On est dans le cas de figure où on a le budget de l'année dernière. Voilà. Le budget 2024. Voilà. Alors ça, c'est un autre cas de figure. Ça veut dire qu'il y a est-ce qu'on dramatise à outrance ou est-ce que le signal envoyé, la France n'a pas capable de voter un budget, le gouvernement tombe, ça peut entraîner des conséquences financières et économiques? Alors voilà, ça peut entraîner des conséquences économiques et financières. On l'a déjà vu avec la dissolution, où déjà l'écart de taux d'intérêt de refinancement de l'État français par rapport à celui de l'Allemagne a augmenté et n'est pas revenu jamais à son niveau d'avant. Et vous êtes clairement dans une crise politique majeure à un moment donné où la situation budgétaire, notamment de la France, s'est extrêmement dégradée. Donc ça veut dire quelles sont les perspectives de redressement des comptes publics sur les trimestres à venir ou les années à venir si vous n'avez pas effectivement un socle politique solide, ce qui n'existe pas. Et donc effectivement, ça peut inquiéter les investisseurs. Je ne crois pas qu'on soit du tout dans la situation grecque, c'est-à-dire que... Même si déjà on a un taux d'emprunt supérieur. Oui, non, la Grèce, c'est faire défaut, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus rembourser. Le risque aujourd'hui, c'est effectivement un problème sur les investisseurs étrangers qui vont demander une prime de risque supérieure parce qu'ils considèrent que le risque est supérieur. Donc et que petit à les petit, taux d'intérêt vont augmenter. Voilà, ça c'est sûr. Et une dérive à l'italienne, si vous voulez, vous retrouvez à refinancer à des coûts beaucoup plus élevés. Et bien sûr que les investisseurs risquent de moins investir en France, qui aura un problème d'attractivité. Mais surtout, j'allais dire, on ne connaît pas le point de sortie. Et l'incertitude, effectivement, dans cette situation-là, je veux dire, c'est pas qu'une crise budgétaire, c'est une crise budgétaire et une crise politique. Si on avait qu'une crise budgétaire, ça serait beaucoup moins grave. Marc Vigneault, les conséquences très concrètes pour l'économie de la France et pour les Français. À mon avis, il y a une contradiction dans ce que dit le Rassemblement national, puisqu'il nous dit à la fois on ne veut pas des hausses d'impôts de Michel Barnier, donc ça aura des conséquences délétères pour les Français. Donc il y en a pour une trentaine de milliards selon le Conseil des finances publiques. Et en même temps, si on arrive sur un scénario dégradé de loi spéciale où toutes ces hausses d'impôts tombent, ce n'est pas plus grave pour le déficit. Il faut choisir. Soit vous avez 30 milliards de hausses d'impôts, ça rapporte et ça permet de réduire le déficit, même si vous considérez que politiquement c'est mauvais pour les Français. Et vous ne pouvez pas dire en même temps une loi spéciale avec zéro hausse d'impôts, ça n'aura aucune incidence sur les déficits. Il y a la question et pourquoi des déficits, grave, mais il y a aussi la question du fonctionnement de l'État, les fonctionnaires toujours payés, les impôts toujours prélevés. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que certaines revalorisations salariales ne seront pas au rendez-vous? Est-ce qu'on peut dire que le fait que les fonctionnaires ne seront pas forcément indexés sur l'inflation, ça va avoir des conséquences pour le pouvoir d'achat? Est-ce que les Français vont y perdre? C'est un scénario qui peut s'envisager dans le cas où une loi spéciale est votée, qui est une loi d'urgence. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on pourrait manquer de crédit pour financer toute la paye des fonctionnaires. Mais c'est un scénario assez improbable, puisque en fait, cette loi d'urgence, c'est une solution de secours et la loi organique sur les lois de finances prévoit qu'il y ait une négociation qui reprenne en 2025 pour adopter un véritable budget. Donc ça voudrait dire que pendant toute l'année 2025,
aucun parti politique, les partis politiques ne se mettent pas d'accord pour approuver un budget avec certaines options politiques. Et donc on se retrouve à la fin avec la paie des fonctionnaires qui est difficile à assumer pour une part qui est un peu inconnue, parce que vous savez que la paie des fonctionnaires, même s'il y a un gel du point d'indice de la fonction publique, elle évolue toujours à l'ancienneté. Si vous prenez un grade, vous avez le droit à une hausse de salaire. Et si vous avez que les recettes de l'année précédente pour payer, en gros, cette masse salariale, vous avez un problème. Mais honnêtement, ce risque-là, il est d'abord il est très éloigné. Et a priori, on trouvera quand même une solution avant, ne serait-ce que parce que Emmanuel Macron retrouvera la faculté de dissoudre l'Assemblée nationale à partir de juillet. Et donc, à ce moment-là, on peut espérer qu'une majorité émerge à l'Assemblée nationale et trouve une solution. Donc elle a raison, Marine Le Pen. Il faut arrêter de dramatiser. Alors, ça ne sert à rien d'être à ce point alarmiste, puisqu'on aura de toute façon un budget qui reprendra son parcours à l'Assemblée et qui rétablira, s'il est voté... Je vous rappelle qu'il n'y a pas de majorité politique à ce stade. Quelle majorité politique va être au début de l'année capable de... Donc il y a 6 mois d'incertitude. Vous vous rendez compte, Mathieu Plane est mieux placé que moi pour en parler. 6 mois d'incertitude très forte. Donc ce n'est pas juste un mois d'incertitude, c'est 6. Pour l'économie. Jusqu'à la dissolution, c'est ça? Je pense qu'effectivement, il y a à court terme, on rentre dans un nouveau scénario. Donc c'est comment on a un budget pour l'année 2025, ça c'est le scénario de très court terme. Mais en réalité, c'est plutôt les conséquences de tout ça. C'est l'image que ça peut renvoyer par rapport à ce problème politique, en fait, avec une assemblée qui est complètement éclatée. Et voilà, quand vous avez un objectif de ramener le déficit en dessous de 3%, globalement, c'est 100 milliards qu'il va falloir trouver. Quand vous voyez que chacun ne veut pas accepter la moindre concession sur ce redressement des comptes publics, c'est jamais sympathique, redressement des comptes publics. À la fin, il y a quand même quelqu'un qui paye, une entreprise, un ménage, quel que soit le ménage. Donc c'est vrai de dire, on va préserver le pouvoir d'achat, on va préserver la compétitivité des entreprises, on va préserver les collectivités locales, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Mais le scénario d'un engrenage, vous voyez, avec une note dégradée, puis un taux d'intérêt qui augmente, puis une répercussion dans l'économie réelle, et voire une sorte de spirale de récession. Alors ça peut s'accentuer si la crise politique, on ne connaît pas encore le scénario, mais cette crise politique, ça peut accentuer bien sûr les choses. Très clairement, pour moi, le risque, il est vraiment de cette dérive sur les taux d'intérêt qu'on peut retrouver, remonter même à des taux équivalents à ceux de l'Italie. Ça veut dire que si vous avez... Rappelez-nous les taux pour l'Italie. Les taux italiens sont autour de 3,5. Nous, on est à 3, donc il y a encore un demi-point. Mais alors que l'Allemagne est plutôt à 2,2. Je rappelle juste une chose, c'est qu'un point de taux d'intérêt supplémentaire, c'est 3 milliards de coûts budgétaires la première année, c'est plus de 30 au bout de 10 ans. Le problème qu'on a fondamentalement, c'est de perdre la crédibilité budgétaire. Jusqu'à présent, la France était vue comme une valeur refuge. Quand vous quittez ce côté-là, c'est très difficile de le retrouver. Et vu le schéma politique et le chemin à faire, parce qu'attention, la crise budgétaire aujourd'hui française, on en a déjà connu, mais là, elle est un peu particulière parce qu'elle est aussi politique, mais aussi, ce n'est pas une crise de la zone euro. C'est une crise qui est propre à la France, avec une dérive qu'on rappelle, qui a été de plus de 50 milliards sur le déficit public pour cette année. Donc, ça fait très mauvais ménage, une crise politique à ce moment-là. Ouais, donc et puis vous rajoutez à ça l'incertitude des acteurs qui gèlent tous leurs projets. Nous, on a une journaliste qui a fait une enquête qui dit dans l'agroalimentaire, par exemple, les entreprises qui négocient avec la grande distribution, elles ne savent pas quel prix elles doivent demander à la grande distribution parce qu'elles ne savent pas si elles vont avoir des hausses de charges, elles ne savent pas quel va être le prix de l'électricité. Donc tout est à l'arrêt. Et donc quand l'économie est un peu à l'arrêt, qu'est-ce qui se passe? Votre scénario de croissance, il s'abaisse. Et même si, comme ça, sur le papier, vous dites qu'il y a une solution d'urgence, il y a un budget d'urgence, on va payer les fonctionnaires, vous dégradez le rendement de votre économie, les rentrées fiscales rentrent moins bien et vous avez votre déficit s'aggrave sans même parler de la hausse des taux d'intérêt qui risque en plus d'arriver. Et donc là, vous vous retrouvez rapidement dans un scénario où le déficit peut déraper à 6-7%. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce niveau de déficit, compte tenu des paramètres économiques aujourd'hui, ce niveau de déficit fait progresser très très vite la dette. C'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement Barnier voulait essayer de le réduire assez fortement, rapidement. Et donc, si la dette continue à s'envoler, alors qu'on n'est plus dans une situation de crise économique aiguë, on alimente la défiance possible des investisseurs qui se disent, mais est-ce que la France est capable à un moment, quand elle sort de la crise Covid, quand elle sort de la crise inflationniste, où c'était peut-être justifié de faire augmenter sa dette pour protéger ses acteurs économiques, est-ce qu'elle est capable à un moment, ne serait-ce que de la stabiliser? Et donc, appuyer sur ce bouton de la censure, c'est prendre quand même ce risque que la France soit vécue comme le pays qui n'arrive jamais à stabiliser sa dette. D'accord avec ça? Oui, bien sûr, en partie. Ce que je veux dire aussi, c'est que s'il y a crise
comme on le décrit en France, hein, et si on parle de crise financière, ce ne sera pas qu'une crise française, hein, ça sera une crise européenne. Parce qu'on voit bien que la France est la deuxième économie. Pays fondateur de l'Union, deuxième économie des 27. Et on le voit, le risque sur la zone euro, à ce moment-là, serait très fort. En plus, on prend le risque d'embarquer les autres avec nous. Bien sûr, c'est pour ça que nos partenaires sont assez souples là-dessus, mais voilà, ils nous regardent quand même d'un œil assez attentif. Merci beaucoup. Vous reviendrez, j'espère, parce qu'on est dans un scénario hypothétique, mais qui pourrait bien devenir la réalité. Merci à vous. On s'arrête là. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée documentaire. Jean-Pierre Gracien, tout de suite. À demain, même mieux même.